On va parler à présent de parité, d'égalité entre les hommes et les femmes dans la science. Eh bien, figurez-vous qu'en 2016, à peine 30% des chercheurs étaient des femmes dans le monde. Alors, quelle est la situation en France? On va voir ça tout de suite dans un nouveau stand-up avec Angela Zeller, qui est chargée de mission genre à l'ANR et chef du projet Gender Smart. Et c'est à elle pour un nouveau stand-up tout de suite. C'est parti. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour aborder la question des inégalités de genre. Alors c'est un problème qu'on va retrouver à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la société. Et le secteur scientifique n'est pas un secteur qui échappe, évidemment. Et ce, malgré une dynamique engagée depuis plusieurs années pour la réduction de ces inégalités. Donc dans la continuité de ces actions, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous exposer quelques constats chiffrés de la situation en France et en Europe et les explications sociologiques à ces inégalités. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les premières inégalités, les inégalités numéraires, donc ça ce sont des chiffres du rapport annuel 2019 du ministère, donc sur une population totale de scientifiques. En vert, c'est les femmes, en violet, c'est les hommes. 28% de chercheuses, 72% de chercheurs en France. En Europe, la situation est sensiblement la même. Par exemple, en Irlande et en Italie, on a 36% de chercheuses et au Portugal, 44%. Ce qui est étonnant dans ces chiffres, c'est que les femmes vont être majoritaires numériquement dans l'enseignement supérieur. Deuxième inégalité, les inégalités numéraires dans les disciplines. C'est aussi des chiffres du rapport du ministère. Donc en fait, les femmes vont être en minorité numérique dans les filières les plus sélectives. 19% en sciences de l'ingénieur et dans les filières dites de sciences dures. Mathématiques, informatique, 23%, physique, 22%. En revanche, elles sont plus nombreuses dans les sciences humaines et sociales, 46%. Troisième inégalité, les inégalités professionnelles. Donc ici, c'est des chiffres européens d'un projet qui s'appelle Supera, mais le constat est le même en France. C'est l'évolution des femmes et des hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche entre 2013 et 2016. Donc en fait, on constate, femmes en vert, hommes en violet, on constate que la trajectoire de la carrière académique est différente selon le genre de l'individu. Typiquement, licence et en master, elles sont plus nombreuses et elles sont aussi plus nombreuses à avoir leur diplôme, 58%. La première chute, elle se fait au moment de l'entrée en doctorat. On n'a plus que 48% de femmes. Ça descend progressivement au moment de l'entrée en profession, c'est-à-dire au moment des postes de maîtresse de conférence et de chargée de recherche où elles sont plus que 44%. On sait que 3 ans après l'obtention d'un doctorat, les femmes ont systématiquement de moins bonnes conditions d'emploi que les hommes. Elles sont aussi moins payées. Et la dernière chute, un peu plus raide, c'est au moment de l'accession au poste le plus élevé de la hiérarchie des postes académiques, celui de professeur. Elles sont plus que 24%. C'est une tendance qu'on va retrouver dans toutes les disciplines scientifiques, avec des légères variations, notamment en sciences humaines, où elles sont 30%. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la part des femmes diminue au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des postes académiques. Donc en fait, c'est le constat de ce qu'on appelle le plafond de verre, qui est une expression pour décrire ces freins invisibles qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de la hiérarchie des postes académiques. Pourquoi de telles inégalités existent encore dans le secteur scientifique ? La première explication, c'est ce qu'on appelle la socialisation genrée. Qu'est-ce que c'est la socialisation genrée ? C'est qu'on apprend dans la société aux petits garçons à être des petits garçons et aux petites filles à être des petites filles. L'école, la famille, qui sont les premiers lieux de socialisation, vont apprendre des manières de faire et de penser différentes selon le sexe des individus. Par exemple, on apprend aux petites filles à être plus calmes, plus dociles, plus empathiques, plus à l'écoute, et aux petits garçons à être plus combatifs, plus endurants et avoir une meilleure estime de soi. Et en fait, ces constructions, elles vont mener les enfants et les jeunes à se diriger vers certaines filières parce que les métiers sont aussi construits selon cette bicatégorisation du féminin et du masculin.
Par exemple, les garçons ils vont déserter les filières du paramédical et les filles vont peu investir, on l'a vu, les filières des sciences, des mathématiques, de l'informatique et des sciences de l'ingénieur. Deuxième piste d'explication, c'est que la conciliation vie privée, vie professionnelle est très difficile. Les études le montrent, ce sont les chercheuses qui investissent le plus de temps dans le travail domestique, donc dans la parentalité, les tâches ménagères. Elles vont avoir moins de temps pour les enseignements et leur activité de recherche tout simplement. Et elles sont moins soutenues que les hommes par leur hiérarchie. Et en fait, ces freins invisibles, ça va constituer des difficultés pour elles à accéder à certains postes ou à évoluer dans la hiérarchie. Troisième piste, ce sont les résistances institutionnelles. En fait, les politiques de lutte contre les inégalités, elles ne vont pas garantir une absence totale de biais relatifs au genre. On le sait maintenant, grâce aux études en sociologie, que le genre va constituer un élément qui va venir biaiser le travail des évaluateurs au moment où les chercheuses vont postuler pour des postes ou des demandes de financement. Ces biais, ils vont être dus à la construction de ces stéréotypes qui vont intervenir de manière inconsciente lors de ces demandes de postes, de ces candidatures à certains postes et ces demandes de financement. En fait, les femmes, elles sont perçues comme moins... Elles ne sont pas perçues comme des leaders, elles sont perçues moins performantes, moins disponibles. Et en fait, toutes ces normes, elles correspondent pas, en fait, elles semblent pas correspondre aux critères de performance imposés par le monde de la recherche. Ces qualités, elles sont plus volontairement attribuées aux hommes. Par exemple, on attribue le fait qu'il y ait peu de femmes professeurs au fait qu'elles produisent moins et de moins bonne qualité. Une étude a montré que le travail des femmes est sous-estimé et invisibilisé. Par exemple, lors de demandes de bourse, pour avoir un score de compétences équivalent, il faut qu'elles produisent 2,5 fois plus que les hommes. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que ce modèle d'excellence et de performance de la recherche, c'est-à-dire flexibilité des horaires, carrière ininterrompue, mobilité géographique, c'est un modèle qui est genré, parce qu'il va correspondre aux scientifiques qui sont à temps plein. Et les scientifiques qui sont à temps plein, ce sont moins souvent des hommes. Et évidemment, c'est un frein dans les carrières, des femmes. Dernière chose, les femmes, elles ont du mal à accéder à des réseaux scientifiques. Les réseaux scientifiques, les colloques, les séminaires, ces choses-là, parce que c'est encore très fortement marqué de l'entre-soi féminin. Tous ces freins, tous ces phénomènes que je viens de citer, au bout d'un moment, ils vont avoir un impact sur la manière dont les femmes se perçoivent elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'autocensure. Le syndrome de l'imposteur, il va se manifester parfois chez les femmes qui sont en infériorité numérique dans des disciplines où les hommes sont majoritaires. Elles ne vont pas se sentir légitimes à candidater à certains postes ou à demander certains financements. Pour conclure rapidement, pour influer et réduire les inégalités efficacement, il faut agir sur tout le système dans sa globalité pour que les filles investissent plus rapidement et de manière plus forte les filières les plus sélectives comme les sciences de l'ingénieur. En fait, pour qu'une politique de genre soit efficace, il faut passer par une prise de conscience et une déconstruction de ces stéréotypes de genre. Et les disciplines scientifiques peuvent et doivent contribuer à cette déconstruction des normes de genre pour réduire efficacement les inégalités dans l'enseignement supérieur et la recherche. Merci. Venez nous rejoindre, Angela. C'est inquiétant ce que vous nous racontez là, quand même, franchement. Je vous présente mes invités. Alors, Angela Zeller, on vous a déjà présenté, vous êtes de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et à côté de moi, j'ai également Laurence Guillard. Bonjour Laurence. Vous êtes responsable des relations avec les communautés scientifiques. Et vous nous direz après ce que c'est que ce fameux projet Gender Smart. On en parlera. Et puis à côté de vous, vous êtes sociologue également. Et à côté de vous, Catherine Sauvaget. Bonjour Catherine. Et vous êtes chargée de mission scientifique dans le département numérique et mathématiques. Ouf, ça fait plaisir. Je croyais qu'il n'y avait pas de femmes en informatique et Il y en a quand même. Oui, il y en a un petit peu. À l'ANR également, à l'Agence nationale. Bon, de façon générale, alors il y a une caméra aussi dans le public. C'est un sujet qui est
très sensible et qui est très très important aujourd'hui, et justement que beaucoup d'organismes de recherche essayent de changer la tendance, que des institutions, le ministère, etc. Vous, à l'ANR, vous essayez de changer cette tendance, mais c'est quand même sacrément ancré. On est dans un domaine, peut-être par rapport à d'autres métiers, où, je vous donne un micro, on constate quand même que les femmes ne sont pas très très bien reçues. Oui, effectivement. Alors, voilà, je sais. on vous entend. On m'entend, très bien. Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement sensible et il faut faire vraiment très très attention à ce que l'on fait pour réduire ces inégalités parce que c'est très très complexe et donc il faut y aller avec beaucoup de prudence. Alors peut-être, Fred, dire un petit mot de qu'est-ce que l'ANR? Oui, alors on va vous Avant présenter l'ANR parce qu'on va essayer de voir. On ne peut pas aborder tout le sujet, on a une dizaine de minutes, donc il est très vaste. On va essayer de voir ce que vous faites, vous, au niveau de l'ANR. C'est ça, le but. Alors, l'ANR, c'est quoi? C'est l'Agence nationale de la recherche. Vous financez des projets de recherche. Alors voilà, notre mission est de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées. Et de mettre en œuvre également la programmation qui est arrêtée par le ministère qui est en charge de la recherche. Concrètement, il y a un Alors, appel à projet à un moment. Concrètement, Sur le on domaine. lance plusieurs appels à projets dans l'année. Certains appels couvrent l'entièreté des domaines scientifiques, d'autres sont dédiés à des thématiques qui sont spécifiques. D'accord. Les chercheuses et les chercheurs vont répondre à ces appels. En disant, bah, moi je présente mon projet, j'aimerais bien être aidé financièrement. Absolument. Ils vont déposer un document scientifique dans lequel ils décrivent le projet qu'ils souhaitent, ils ou elles, conduire. Et nous, à l'ANR, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va organiser des comités d'évaluation qui sont constitués de scientifiques. Ouais. Ce sont les scientifiques. C'est pas l'ANR qui décide, c'est pas vous individuellement qui décidez, ah Jamais. ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout. Ce sont des scientifiques. Vous constituez des comités de scientifiques avec un président. Absolument. Nous avons des comités d'évaluation scientifique constitués de scientifiques qui sont extérieurs à l'ANR. Alors pourquoi est-ce que l'agence s'empare de cette question du genre? C'est qu'au regard de tout ce que Angela a présenté, des inégalités selon les disciplines et des biais, des stéréotypes de genre qui entraînent des biais, eh bien, parce que l'évaluation des projets qui vont être réalisés par les comités d'évaluation scientifique peuvent tout à fait être aussi orientés, impactés par les stéréotypes que tout un chacun a en nous. C'est-à-dire que vos comités, ils sont composés d'hommes et de femmes. Alors, juste une petite précision. Le principe fondamental à l'ANR, c'est que tous les projets qui sont déposés suite aux appels à projets qu'on lance, le principe fondamental, c'est équité de traitement. Oui. Or, Équité, c'est pas d'ailleurs seulement hommes-femmes, etc. On tient compte équité de de tout. traitement de tous les projets qui sont déposés. Ouais. Et donc, on voit bien que ces biais de genre peuvent venir peut-être influer à un moment donné ou un autre l'évaluation qui est réalisée. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Peut-être que Catherine peut nous expliquer. Effectivement, à l'ANR, on fait très attention à la déontologie. Donc on va vérifier notamment les conflits d'intérêts, puisque c'est des Expliquez-nous scientifiques. par exemple un conflit d'intérêts. Voilà, justement, comme ce sont des scientifiques qui évaluent des scientifiques, on va faire attention, par exemple, à ce qu'ils ne soient pas du même laboratoire. Ouais. On va faire attention, Ah on va faire attention à ce qu'ils n'aient pas publié ensemble récemment, qu'ils n'aient pas collaboré ensemble récemment, parce Enfin, que ça fait une proximité. Vous ne pouvez pas savoir non plus si le président de la commission n'est pas copain avec le... Alors justement, ils signent une charte de déontologie et de confidentialité aussi, donc, et on leur demande effectivement ce genre de conflits d'intérêts qui sont plus personnels, de nous les déclarer directement. Mais nous, on fait quand même le travail de chercher par ailleurs les autres types de conflits d'intérêts. D'accord. On va également regarder à ce que les membres de comité ne soient pas tous de la même zone géographique. On essaye de prendre des gens d'un peu partout en France, même des étrangers, effectivement, pour éviter certains conflits d'intérêts, parce que parfois les communautés scientifiques sont très petites. Et puis on va effectivement faire attention à la parité. Donc on va essayer de prendre et des femmes et des hommes dans les comités pour faire attention à ce que traiter les inégalités qui pourraient avoir lieu. Alors on pourrait imaginer que dans un comité, s'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes,
on est quelque chose, en supposant que les hommes, et je suppose que ça doit se révéler comme ça quand même, ont peut-être des stéréotypes, mais est-ce que les femmes n'ont pas elles-mêmes des stéréotypes? C'est-à-dire que avoir des stéréotypes, on peut tous peut-être en être victimes à un moment donné, ça ne nous tombe pas sur la tête comme ça. C'est notre éducation, c'est profond, non? Ben oui, et comme l'a expliqué Angela, en effet, être une femme ne garantit pas de ne pas avoir de stéréotypes. Hein. Tout un chacun, toute un chacune a des stéréotypes qui sont incorporés et dont on n'a pas conscience. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que la parité, ça n'est pas une condition suffisante pour réduire les biais de genre dans l'évaluation des projets. Pour être clair, ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent penser aussi, qui pourraient, de par l'éducation, les idées qu'elles ont reçues, se dire « je ne suis pas compétente, suffisamment compétente pour travailler dans tel laboratoire ». Ça pourrait être ça aussi? Ça pourrait effectivement être ça. Et puis, on sait aussi que les stéréotypes de genre, ça ne se réduit pas au niveau de l'évaluation, mais ça s'inscrit aussi dans tous les domaines et ça peut orienter aussi les manières dont on va conduire les recherches. Et on sait aujourd'hui que la science est également genrée. Il y a des objets de recherche qui sont plus travaillés par des hommes et des objets de recherche plus travaillés par des femmes. Ah ouais. Donc c'est important qu'il y ait des femmes et des hommes dans ces comités, mais ça ne suffit pas. D'accord. Et il y a aussi des critères d'évaluation. Les comités d'évaluation travaillent sur la base de critères qui sont bien définis. Mais là encore, est-ce que ces stéréotypes de genre ne vont pas venir intervenir à un moment donné de manière insidieuse dans l'interprétation qu'on va avoir de ces critères? Alors, on fait pas mal de petites choses pour essayer de cadrer au maximum. Alors, je sais que vous avez très très bien, parce que vous voulez être convaincante, préparé votre intervention, mais je voudrais que le public participe aussi, et je crois qu'on a une question du public, parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Tout à fait, Fred. J'ai une question de Lucie. Bonjour. Bonjour, Lucie. Bonjour. Oui, alors, question, une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes ou des réseaux pour aider les filles au niveau des écoles et des formations? Moi, je suis scientifique et c'est vrai que quand on est enfant, j'ai l'impression on a beaucoup de programmes pour dire aux petites filles de la science, de plus en plus, j'ai l'impression, voilà, l'informatique et tout ça. On passe le lycée, on est bonne en sciences, on sort de notre bac et puis après on est un peu lâché. Et notamment dans les écoles d'ingénieurs, déconstruire les questions de genre, ça se passe d'abord à l'école. Parce que tenir en école d'ingénieur d'informatique, quand on est une fille, il faut quand même pas avoir peur, quoi. Et donc on a beaucoup de réseaux, on a des réseaux de femmes d'excellence, mais c'est trop tard en fait, elles sont déjà en poste, elles ont déjà des postes importants, elles ont déjà fait leur carrière et j'ai l'impression qu'on manque un peu avant, pour soutenir un peu avant, dire ouais, t'es dans une école d'ingénieur, tous les after-work ils se font au stade de foot ou on pense pas du tout au fait. Non mais moi on était deux dans une promo de 150, donc à un moment donné, et je comprends, mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul des fois. Donc s'il y a des réseaux, en fait, s'il existe des réseaux et si on peut les mettre en place, et voilà. D'accord. Alors bon, on quitte un petit peu le terrain sur lequel on était, mais on va y revenir, mais il faut répondre. Alors... Vous avez tout à fait raison, effectivement, de bien signaler que c'est bien en amont qu'il faudrait intervenir. À la maternelle, on a dit que l'école était une des premières instances de socialisation où on fait les apprentissages vers quelle filière aller, etc. Donc il faudrait intervenir dès la crèche. Donc, et la formation est essentielle. Alors, il y a des choses qui sont faites. Vous avez mentionné les écoles d'ingénieurs. Là, sur le site du ministère, il y a un guide de bonne pratique qui vient d'être mis sur le site concernant les écoles d'ingénieurs, notamment. Il y a pas mal d'interventions qui peuvent être faites dans les collèges. Moi-même, j'ai fait des interventions dans les collèges sur des ateliers sur le genre, etc. Mais il faut que nous multiplions ces interventions. Et c'est vrai que c'est le travail, seulement un travail collectif peut conduire à casser, déconstruire tous ces stéréotypes. Et nous, à l'agence, pour revenir... Oui, merci pour ce témoignage, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Si vous en avez d'autres, vous pouvez y aller. On va continuer. Nous, on parle de permettre de financer équitablement des projets de recherche pour les hommes ou pour les femmes en toute équité. Tout à fait. Alors, on y revient. Et vous avez fait des analyses.
Alors, on a fait des analyses, effectivement, pour voir si nous avions des biais de genre dans l'évaluation des projets qui sont soumis à nos appels à projets. Et donc, on a regardé quelle était la proportion des projets portés par les femmes à la soumission. Oui. Et voir si cette proportion était toujours identique ou différente, in fine, après le processus d'évaluation, parmi les projets qui sont sélectionnés et financés. Alors, on va prendre un exemple, parce que vous m'en aviez parlé en préparant. Par exemple, sur un projet, on va avoir 8000 dossiers qui vont arriver, et il y en a à la fin qui vont être financés. C'est normal, il y a toute une sélection qui se fait. Il va y en avoir 1000. Voilà, il y avait 30% de ces dossiers au départ qui étaient présentés par des femmes, chercheuses, chercheurs, on peut dire les deux? On peut dire les deux. Ok, c'est bon pour nous, c'est une bonne information, au passage, merci. 30%, et à la sortie? Eh bien, au global, on est également à 30%. Ah bah ouf! Alors, c'est plutôt positif et c'est très rassurant. Pour autant, il ne faut pas s'en tenir à ces analyses globales. Il faut poursuivre les analyses et aller vraiment en finesse et voir s'il n'y a pas des biais dans les différentes disciplines. Parce que Angela nous a expliqué qu'il y avait des disparités considérables entre les disciplines scientifiques. Et donc, il faut s'assurer et continuer les analyses. D'accord. Donc, vous vouliez... Oui, justement, l'ANR, dans son processus de sélection, a mis en place justement des outils et donc des formulaires que les chercheurs doivent remplir, notamment une partie qui est plutôt la partie CV quand ils déposent leurs documents scientifiques. Et cette année, l'ANR a mis en place un champ dans lequel les chercheurs ou les chercheuses pourront indiquer s'ils ont eu une interruption de carrière. Ah oui, donc ils pourront mettre par exemple une date, voilà, de telle date à telle date, j'ai eu une interruption de carrière. Ils peuvent préciser ce qu'ils souhaitent dans un autre encart, mais l'idée, c'est qu'effectivement, un évaluateur, quand il va se retrouver avec deux CV, avec un CV où il y a plein de publications et un autre CV où il y a un petit peu moins de publications, il pourrait se dire, cette personne, elle est moins pertinente, etc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, elle a eu une interruption de carrière. Ça peut être dû à la maladie, mais ça peut être dû à une grossesse, notamment, voilà, chez les femmes. Donc ça permettra d'expliquer cette différence de productivité dans les CV, et c'est justement pas parce que la personne elle est moins pertinente, moins productive et moins compétente, c'est juste parce qu'elle a eu une interruption de carrière. Alors vous savez, on parle, et puis en même temps le temps s'écoule pendant ce temps-là, mais jusque-là tout est absolument normal. On terminera, on a une question d'une petite fille, je crois, dans le public. Alors quand même, on va lui donner la parole. D'un petit garçon, D'un petit garçon, pardon, excuse-moi. C'est Philémon qui est avec moi et qui voudrait justement qu'on lui éclaircisse un petit point qui a été évoqué tout à l'heure. Dis-moi, Philémon. Vas-y. Alors, ça marche là? Ouais, ça marche, on t'entend. Pas de problème. Moi, c'est que j'ai pas très bien compris le fait de conciliation de vie personnelle et professionnelle. En quoi ça empêche de scientifique? Ah bah voilà, on peut lui pas répondre. Mal, ça. C'est quoi alors? Conciliation personnelle, vie professionnelle? Angela. Pourquoi ça nous empêche? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que comme on a vu que les chercheuses et les femmes en général, ce sont elles qui doivent le plus souvent s'occuper des enfants, le plus souvent s'occuper des tâches ménagères, plus que les hommes. Si les hommes chercheurs ont aussi des enfants, eux, ils consacrent moins de temps à ce qu'on appelle ce travail domestique. Et du coup, ça va empêcher les femmes de totalement consacrer leur vie entière à la recherche, parce qu'il y a besoin de beaucoup de temps en recherche pour écrire des articles, faire des séminaires, faire des colloques. Et la moindre production scientifique, le moins de temps passé à l'extérieur va les empêcher d'accéder à certains postes et de se mettre complètement dans leurs activités de recherche. Ok. J'espère qu'on a été clair, jeune homme. T'as compris? Merci. Alors, on va être obligé de conclure, mais si on veut conclure, c'est pour dire que vous renforcez la formation là-dessus, renforcez la formation, et il y a un projet européen. Absolument.
un des leviers pour réduire ces inégalités, et ça rejoint l'intervention sur les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment la formation. Et donc, nous avons commencé depuis 2018 à former les évaluateurs et à les sensibiliser à ces questions de genre. Et pour pouvoir se doter d'outils pédagogiques et méthodologiques vraiment solides, et en cohérence aussi avec les organismes de recherche et nos homologues européens, on est impliqué dans un projet de recherche qui vise à implémenter des plans d'action genre dans les organismes de recherche et de financement. Et ce projet s'appelle Gender Smart. Merci beaucoup, mesdames.